il y a beaucoup de dignité chez les patients que je côtoie au quotidien, et l'énorme majorité d'entre eux ne demandent pas à ce qu'on accélère la fin de vie, mais essayent au contraire de vivre le plus intensément possible le temps qui est compté. Ils ne sont pas plus dignes ou moins dignes que ceux qui souhaiteraient que ça aille plus vite, mais simplement ils ont droit, eux aussi, à ce qu'on respecte ce concept de dignité pour eux. Mais en tout cas, l'idée qu'on va forcément arriver à une bonne mort, comme je disais tout à l'heure, réconcilié, après avoir cheminé, renoncé, à lâcher prise même, je dirais, relève non seulement d'une illusion, mais aussi d'une idéologie. Donc il est absolument nécessaire de réintroduire le fait que la mort, ça existe, que c'est l'issue de la vie, que c'est douloureux, que c'est tragique. Mais à nous de ne pas enfermer les personnes dans la certitude permanente de la catastrophe à venir. Heureusement, il y a de la place pour l'incertitude. La réussite pour moi, elle est avoir pu être une des pierres, que ce soit relationnelle mais aussi technique, quelquefois par des techniques très sophistiquées de soulagement de la douleur, etc. Mais avoir pu être une des pierres sur laquelle la personne construit sa propre histoire. Dans ce qui arrive maintenant, et je le dis tel quel aux patients, dans ce qui arrive maintenant, on peut en même temps anticiper le pire et espérer le meilleur. Bonjour, je suis Roland Schwedzoff, fondateur du cabinet Latitude Santé, cabinet de conseil et de formation spécialisé en management et en éthique dans le secteur de la santé. Je suis très heureux de vous proposer de partager les rencontres du podcast Paroles de penseurs. Dans ce podcast, nous croiserons des médecins, des soignants, des travailleurs sociaux, des philosophes et des psychanalystes qui font la médecine et le soin d'aujourd'hui, qui les ont fait hier ou les feront demain. Bien que d'horizons très différents, tous partagent le même objectif, celui de prendre soin. Prendre soin des personnes vulnérabilisées par la maladie, le handicap, la précarité, le vieillir ou le mourir, mais aussi prendre soin de ceux qui soignent au quotidien. Parce que la médecine est un art au carrefour de plusieurs sciences, dit Georges Canguilhem, nous discuterons de clinique et de sciences, d'institutions et d'éthique, de psychologie et de philosophie, mais aussi d'histoire de vie, de rencontres, de réussites et d'échecs. Si vous souhaitez comprendre pourquoi ils ont choisi le soin, ce qui les porte aujourd'hui, ce qu'ils espèrent ou redoutent pour demain, abonnez-vous dès maintenant et partagez ce podcast autour de vous. Bonjour Gisèle. Bonjour Roland. Tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation pour ce 4e épisode du podcast Paroles de penseurs. Alors Gisèle, tu es oncologue médical, chef du département de soins de support du centre Léon Bérard à Lyon. Tu t'occupes de la prise en charge de la douleur cancéreuse complexe et de soins palliatifs. Tu es donc une soignante qui pense avec un A, qui pense les malades, mais également qui pense avec un E, le soin, puisque tu es titulaire d'une thèse d'éthique médicale et que tu enseignes la médecine palliative à la faculté de médecine Lyon-Est. Alors je t'ai présenté très rapidement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, sur tes parents, ton nombre de frères et sœurs, tes enfants, tes hobbies, etc. etc. Alors tout d'abord, merci de me recevoir dans cette série de podcasts, c'est un plaisir et un honneur. Alors moi je suis issue d'une famille populaire, je dirais. Mon père travaillait dans une usine de peinture. Il était immigré polonais et ma mère était à la maison. J'ai un frère
Donc j'étais très loin du milieu médical dans mon enfance. J'ai grandi à Pont-de-Chéruy, donc dans une petite ville ouvrière. Je suis mariée, je précise pour les gens qui nous écoutent que tu es mon époux, et nous avons donc 3 enfants. Ok. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la médecine et plus particulièrement de choisir l'oncologie ? Alors en tout cas, c'est pas du tout une vocation de toujours qui serait tombée comme ça. Quand j'étais en terminale, j'étais bonne élève, donc j'avais le choix. Et je savais pas quoi faire. Donc je me disais les maths, ça devient trop difficile, donc la science dure, c'est pas pour moi. Le commerce, c'est pas pour moi non plus. Le soin, pourquoi pas. Et donc, je vais dire quelque chose qui rejoint ce qu'a dit Serge Dupéret dans le podcast précédent. C'est étonnant, mais c'est vrai. Je me suis dit, tiens, je vais être kiné. Et donc, j'ai passé le concours de kiné que j'ai brillamment raté. Et c'est ma prof de maths de terminale qui m'a dit, mais enfin, Gisèle, vous allez faire médecine. Ce que j'avais pas imaginé parce que c'était pas pour moi, quoi. C'était un autre monde que le mien. Et donc, c'est elle qui m'a dit, mais si, bien sûr, vous allez faire médecine. Donc, je suis allée en médecine en ne sachant pas ce que c'était, pas ce que j'allais y faire, quel type d'études je ferais. Et j'ai rencontré assez rapidement, pas les premières années, mais assez rapidement exactement ce qu'il me fallait. Et pourquoi l'oncologie ? Alors, pourquoi l'oncologie ? Ça, c'est une histoire de rencontre. Alors, assez rapidement, la médecine qui se confronte aux questions existentielles, c'était quelque chose qui m'intéressait. Et puis mon père avait mis de saines lectures dans mes mains, comme le pavillon des cancéreux, comme Solzhenitsyn, voilà, que j'ai lu, je sais pas, je devais avoir 18 ou 19 ans, et d'autres lectures de ce genre. Mais je sais pas si c'est ça qui a influencé. En tout cas, ce qui m'intéressait, c'était la confrontation à l'enjeu vital. Et je me suis trouvée de faire un stage en 4e année au centre Léon Bérard. Et j'ai rencontré ma maison, en fait. C'est vraiment à partir de là que ce choix s'est dessiné. Donc, comme souvent en médecine, des rencontres qui guident des choix non pensés à l'avance. Alors, à propos de rencontres, dans les podcasts précédents, Gilles Freyer et Bernard Laurent nous parlaient de maîtres qui les ont guidés dans leur choix de leur spécialité ou bien tout au long de leur formation. Serge Dupéret, quant à lui, parlait plus de compagnonnage. Quel a été ou quels ont été tes maîtres en médecine ? Moi, je vais garder le terme de maître, même si le compagnonnage a beaucoup existé. Je dirais que mon maître en oncologie, c'est Pierre Biron, que j'ai donc rencontré quand je suis arrivée dans ce stage de 4e année. J'ai découvert une façon d'aborder la médecine à la fois très curieuse de progrès, très tournée vers l'innovation, et en même temps extrêmement attentive à chacune des personnes, malades et à chacune des personnes de l'équipe également. Il m'a donné l'exemple de ce que pouvait être la pratique médicale et de ce que pouvait être la pratique de chef de service aussi. Alors, à ce propos, est-ce que tu serais d'accord avec Georges Canguilhem lorsqu'il dit que la médecine est un art au carrefour de plusieurs sciences ? Alors, ce que je veux dire par là, est-ce que la médecine reste-t-elle un art, comme le dit Canguilhem, ou bien est-elle devenue une science, et tout particulièrement en oncologie médicale, avec le paradigme de la médecine personnalisée, qu'on appelle aussi, de manière plus appropriée peut-être, médecine de précision ? Alors, est-ce que j'ai le droit, avant de répondre à cette question, de compléter la précédente, parce que je pense qu'il y a encore 2 maîtres qu'il faut que je cite. Pardon. Maître ou compagnon, mais de route des premières années, mais le second, c'est Pierre Saltel, qui est un psychiatre qui a travaillé longtemps au centre Léon Bérard et qui m'a beaucoup inspirée et avec qui j'ai beaucoup travaillé, avec qui on a co-construit beaucoup de choses au centre.
Et puis le troisième auquel je voulais rendre hommage, c'est Paul Robattu, qui avait initié la prise en charge de la douleur et les soins palliatifs au Centre Léon Bérard, et qui s'est très simplement et très naturellement effacé pour me laisser la place et me laisser développer les choses comme je voulais, ce qui est quand même pas quelque chose de si courant. Donc voilà, je voulais juste compléter comme ça. Alors la médecine est-elle un art au carrefour de plusieurs sciences ? Oui, absolument. La médecine n'est pas une science en tant que telle, même si elle essaye de le faire croire actuellement. Elle s'appuie sur les sciences, et heureusement, la dimension scientifique est absolument essentielle. C'est ça qui l'a fait progresser de manière spectaculaire au cours des dernières décennies. Mais elle n'est pas qu'une science. Elle est aussi une relation humaine. Elle est une rencontre entre des personnes. Elle s'inscrit dans une culture, dans une société. Donc elle doit être tout ça à la fois. Ok. Elle est science, elle est rencontre, et en même temps, cette science, elle se développe de plus en plus avec l'intelligence artificielle, avec les big data. Est-ce que tu crois pas que cette intelligence artificielle va transformer la relation de soins entre le médecin et son patient, voire même peut-être mettre fin à la décision médicale pour, in fine, un abandon de la décision et de la responsabilité aux machines ? Alors, je crois pas. J'espère que non, en tout cas, parce que sinon, ce sera plus de la médecine, en tout cas. Il y a deux choses. Il y a la question de la relation. Les patients qu'on rencontre sont confrontés, enfin surtout dans ma spécialité, mais pas seulement, sont confrontés à des questions existentielles majeures, et c'est pas la science qui apporte des réponses aux questions existentielles. J'ai retrouvé une petite phrase, une citation de Husserl, qui dit: dans la détresse de notre vie, cette science n'a rien à nous dire. Les questions qu'elle exclut par principe sont précisément les questions qui sont les plus brûlantes pour une humanité abandonnée au bouleversement du destin. Ce sont les questions qui portent sur le sens ou l'absence de sens de toute existence humaine. Les patients que je rencontre, les patients chez qui on vient de trouver un cancer, ou les patients qui approchent de la fin de leur vie, sont complètement pétris de ces questions du sens ou de l'absence de sens. Et donc c'est pas la science qui va répondre à cette question-là. Alors la question de la décision, elle en découle en partie. Elle est éclairée par les données scientifiques, bien sûr. Avant même l'intelligence artificielle, il y a déjà longtemps qu'on construit les décisions sur des algorithmes. Alors ils étaient moins impressionnants quand ils étaient sur le papier que maintenant qu'ils tournent dans des machines incroyables. Mais évidemment qu'il y a des modes de raisonnement, des données multiples à prendre en compte. Mais je ne sais pas bien comment on fait rentrer un individu dans un algorithme. Ou alors c'est que finalement l'individu n'intéresse pas la décision de l'algorithme. Ce qui est quand même extrêmement dangereux, à mon avis, et pas tout à fait ce qu'attendent les personnes quand elles viennent se faire soigner. Donc, à mon avis, la décision, elle reste le propre du médecin, et elle reste, avec tous les algorithmes qu'on veut, impossible. Et pourtant nécessaire tous les jours. Donc indispensable comme dans la pratique quotidienne, et indécidable comme dirait Derrida. Donc non, je ne crois pas que la décision va disparaître. Par contre, je pense qu'on n'enseigne pas assez aux étudiants le fait qu'ils vont se trouver en position de décider, et que c'est vertigineux en fait. C'est vertigineux, c'est potentiellement grisant, et c'est potentiellement désespérant. Il faut décider sans savoir tout à fait. Si on regarde, je sais pas moi, Urgence ou Grey's Anatomy, on a l'impression que les informations découlent d'elles-mêmes, tac, tac, tel symptôme, telle réaction, tel traitement. Mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Et on est plein d'incertitudes. Les données statistiques dont on est abreuvé nous donnent des informations précieuses, mais qui sont des informations de population.
disent pas grand-chose pour la personne qui est là devant nous. Et pourtant, on a à décider. Et c'est le quotidien, et c'est la difficulté, et c'est l'intérêt majeur de ce métier. Donc décider pour toi, c'est faire l'épreuve de l'indécidable, oui. Pour citer Derrida. C'est ça. Et pour citer Ricoeur, est-ce qu'on pourrait pas dire que décider, c'est d'avoir à choisir entre le mauvais et le pire? Ce qui diffère d'ailleurs du choix. Oui, ou le moins mauvais possible, ou le plus adapté possible. J'invite à relire Pierre Lecoz dans son petit traité de la décision médicale, où il reprend alors les principes que l'on connaît bien maintenant de la bioéthique, mais auquel il rajoute la notion de justesse plutôt que de justice, c'est-à-dire de décision juste, au même titre, dit-il, que le violoniste passe sa vie à chercher la note juste qu'il ne trouve jamais. Et donc la justesse, c'est l'ajustement au plus près de ce dont a besoin ce patient-là à ce moment-là, mais toujours avec l'imperfection et les limites qui sont les nôtres. Dans un autre registre, tu es donc, je l'ai dit en introduction, tu es chef de département de soins de support et tu es en même temps clinicienne. On a tendance souvent à opposer les soins à la gestion, comme s'il existait d'un côté les bons soignants, ceux qui soignent, et les mauvais comptables, les mauvais directeurs de l'autre côté. Est-ce que tu penses qu'il soit possible d'arriver à concilier les deux, sans les opposer ? Bon, c'est indispensable, sinon on arrête de travailler. Alors, je dois quand même dire que le fait de travailler dans un centre anticancéreux change sans doute un petit peu le rapport à l'administration et à la direction, puisque les centres ont la particularité d'avoir des directeurs médecins. Alors, c'est pas parce qu'ils sont médecins qu'ils sont pas comptables de l'argent qui rentre et précautionneux de l'argent qui sort, évidemment, ou exempt de tentations purement économiques. Mais en tout cas, je pense que ça change un petit peu quand même la façon de voir les choses. Mais en tout cas, moi je pense que d'abord c'est normal de rendre des comptes de l'utilisation de l'argent public, c'est la moindre des choses, et de l'utiliser de la manière la plus efficiente possible. Mais je pense aussi que, par exemple, en tant que chef de service, je suis évidemment soumise à la question à la pression du maintien d'une DMS, durée moyenne de séjour, raisonnable. Mais je suis persuadée qu'un projet de soins qui tient compte de chacun, mais qui reste dynamique, c'est-à-dire qui ne s'enlise pas, qui avance, qui réfléchit, qui se construit, en soi, permet d'avoir une DMS correcte. Sans avoir à tricher. Sans avoir à tricher, sans avoir à pousser les gens en dehors, quoique, un petit peu quand même, probablement. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on est amené à proposer à un certain nombre de patients de quitter le service pour aller dans d'autres services lorsqu'ils ne peuvent pas rentrer à la maison, SSR ou en unité de soins palliatifs. Ça ne correspond pas aux souhaits de ces patients-là. Et pour pouvoir tenir ce rythme-là et cette nécessité-là, j'essaye en tout cas de le faire de manière juste, là encore. C'est-à-dire de pas garder celui qui est sympa, que tout le monde aime bien, et de pas faire partir plus vite celui qui est moins sympa, ou celui qui est seul, ou la vieille dame que plus personne ne vient voir et qui communique mal. C'est la même attention à chacun, et le projet de soins le plus adapté ou le moins mauvais pour chacun, avec pour objectif que lorsqu'il y a besoin de prendre quelqu'un en urgence, il y ait aussi des lits disponibles. Tu voudrais dire qu'il faudrait se méfier de l'imaginaire de patients plus méritants que d'autres ? Ah oui, ça, c'est certain. Moi, je dis souvent que
Bon, c'est une boutade, hein, mais je dis souvent que j'aime bien les patients désobéissants. J'aime bien les patients qui font pas comme on voudrait qu'ils fassent, qui rentrent pas dans le moule, qui est celui qu'on a pensé pour eux, alors qui quelquefois m'agace, hein, qui quelquefois m'énerve, enfin me met en colère, mais c'est pas grave. C'est une manifestation d'individualité, d'élan vital. D'élan vital, exactement. C'est le fait d'être encore vivant, et c'est précieux. Alors, tu as signé une tribune dans Le Monde du 8 avril, donc très récemment, avec le lien qu'on mettra dans le podcast, hein, pour ceux qui veulent la lire. Donc, c'est une tribune qui a été co-signée par le groupe Soins palliatifs des centres de lutte contre le cancer, également par la Société française d'accompagnement et soins palliatifs, la SFAP, hein, qui regroupe près de 1500 membres, et par une centaine de médecins, soignants et philosophes de la santé, spécialistes des soins critiques. Alors, on mettra le lien également de cette pétition sur le podcast. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire cette tribune contre une proposition de loi pour la dépénalisation de l'euthanasie ? Alors, ce qui m'a poussé, c'est un mouvement de colère, il faut bien le dire, alors qui est déjà arrivé d'autres fois, hein, parce que c'est pas la première fois que ce type de proposition est présentée à l'Assemblée. C'est la première fois, par contre, que ça arrive au niveau que ça dépasse la commission des lois et que ça arrive en débat dans l'hémicycle. Et la première fois même que le premier article est voté. Le premier article qui disait quoi ? Qui autorisait un acte actif pour aider une personne à mourir. Alors, le débat sur ces questions-là, il est légitime. Hein, je prétends pas avoir le monopole des réponses intéressantes, mais je voulais au moins qu'on essaye de nuancer le débat. Quand on entend les médias, quand on écoute la radio, la télé, etc., les choses semblent aller de soi et il est normal d'avoir le droit de pouvoir mourir dignement. Comme si dignement, ça voulait forcément dire avec une mort anticipée. Non pas qu'une mort anticipée ne soit pas digne, mais je suis absolument effarée et... enfin, non pas effarée, outrée plutôt, du fait que depuis 20 ans maintenant, le concept de dignité soit complètement accaparé du côté des partisans de l'euthanasie. Ça remonte à loin, hein, quand on reprend l'avis du Comité consultatif national d'éthique de 2000, celui qui s'appelait l'exception d'euthanasie. Il y avait dans cet avis, je ne sais plus combien de fois, 50, 60 fois le mot dignité, toujours du côté de la mort anticipée. Il y a beaucoup de dignité chez les patients que je côtoie au quotidien et l'énorme majorité d'entre eux ne demandent pas à ce qu'on accélère la fin de vie, mais essayent au contraire de vivre le plus intensément possible le temps qui est compté. Ils sont pas plus dignes ou moins dignes que ceux qui souhaiteraient que ça aille plus vite, mais simplement ils ont droit eux aussi à ce qu'on respecte ce concept de dignité pour eux. Mais qu'est-ce que tu entends par ce concept de dignité, justement ? Oui, alors la dignité, c'est un concept complexe qui peut se décliner avec plusieurs niveaux d'interprétation. Je renvoie là-dessus à la lecture de Jacques Ricot. On peut considérer la dignité comme l'autonomie, le fait de pouvoir choisir par soi-même. On peut considérer l'autonomie comme quelque chose qui serait, la dignité comme quelque chose qui serait proche de la décence. Hein. C'est indigne de faire les choses comme ça, où je me trouve indigne dans l'état où je suis. Il y a quelque chose de l'ordre de l'indécence. Et puis, on peut considérer la dignité dans son caractère ontologique, c'est-à-dire attaché à la personne humaine, et donc une caractéristique qu'on ne peut pas perdre, qu'on ne peut pas vous enlever. Même quand vous êtes une personne en fin de vie, mais même quand vous êtes un condamné à mort dans le couloir de la mort, ou un
ou un terroriste djihadiste. Non que je soutienne le terrorisme djihadiste, ça va de soi, mais pour dire que même dans les situations les plus extrêmes, il reste un fond de dignité qui est propre à la personne humaine. C'est ce que disent les grands textes déclaratifs, Déclaration universelle des droits de l'homme, les hommes naissent libres et égaux en droit et en dignité. Pour autant, on peut avoir un sentiment d'indignité, on peut se sentir indigne aux yeux des autres, et c'est bien ça la question, c'est dans les yeux des autres qu'on lit son propre sentiment d'indignité. Et donc, il me semble que à ce moment-là, mourir dans la dignité, pour moi, ça veut dire mourir en étant regardé comme une personne humaine, et pas comme un objet de soins posé dans un lit, mais comme une personne humaine. Mais pour autant, pour ne pas être qu'un objet de soins posé dans un lit, comme tu dis, qui soit propre, qui soit le plus présentable possible, il y a une question de posture. Ça me fait penser au petit traité de la dignité d'Éric Fiat. Éric Fiat parle de dignité ontoposturale. Est-ce que c'est un terme qui te conviendrait ? Alors, je ne sais pas exactement comment il l'entend et ce qu'il en dit. Est-ce que la posture est du côté de celui qui est en face et qui renvoie à ce sentiment d'indignité ou pas, ou même dans la personne elle-même? Parce que alors, si c'est postural dans la personne elle-même, c'est fragile. Oui, mais en même temps, c'est une manière de dire qu'on doit aussi faire des toilettes, que les gens doivent être propres, doivent être le plus présentable possible, bien entendu, mais c'est-à-dire que la dignité ontologique, pour lui, n'est pas suffisante. Il faut aussi qu'il y ait un accompagnement pour que les personnes puissent être le mieux possible, le plus présentable possible. Oui, alors peut-être qu'on rejoint à ce moment-là une notion de respect pour la personne elle-même. On peut aller voir aujourd'hui sur cette thématique-là l'appel qu'a lancé Philippe Pozzo di Borgo. C'est la personne qui a inspiré le film Intouchable. Le film Intouchable et qui est tétraplégique à la suite d'un accident de parapente ou de deltaplane, je sais plus. Et qui demande si lui qui n'a pas demandé à mourir pendant le quart de siècle de dépendance qu'il vient de vivre, est-ce qu'il est indigne? Est-ce qu'il manque de courage? Est-ce qu'il aurait dû le faire pour paraître digne aux yeux de certains? Il dit aussi que si on lui avait proposé l'euthanasie dans les moments les plus difficiles, sans doute l'aurait-il choisi, mais qu'il est heureux d'avoir trouvé des gens qui aient tenu à côté de lui malgré l'ampleur de sa détresse, quoi. Et qui ait su le regarder dignement. Qui ait su le regarder avec poser sur lui un regard de dignité et d'humanité, quoi. Continuer à voir l'humain malgré les défaillances diverses. Mais quand même, est-ce que tu ne penses pas que certains patients meurent mal en France? C'est-à-dire que des patients qui soient atteints de cancer en phase terminale ou de maladies neurodégénératives puissent se retrouver, ainsi que leurs médecins, dans des impasses thérapeutiques telles que l'euthanasie ou le suicide assisté soit la seule solution? Alors des gens meurent mal en France, ça c'est sûr. D'abord parce que je suis pas tout à fait sûre de savoir ce que c'est mourir bien. C'est quelque chose de compliqué auquel on va en parler. Y revenir, auquel on va revenir, je crois. Mais même sans cette pirouette-là, oui, il y a des gens qui meurent mal en France pour différentes raisons, parce que l'attention à la fin de vie n'est pas suffisamment enseignée et développée dans la pratique médicale courante, que les moyens manquent dans nombre d'établissements, en particulier dans les établissements pour personnes âgées dépendantes, mais aussi dans les SSR, etc. Soins de suite. Dans les soins de suite, dans un certain nombre d'hôpitaux périphériques, malgré la bonne volonté des gens qui sont là, ça c'est sûr. Donc il y a vraiment une question de sous-développement des soins palliatifs, mais pour autant, je ne crois pas que les soins palliatifs permettent que tout le monde meure bien.
tout simplement parce que la mort, c'est tragique. En fait, la condition de mortel, c'est tragique. Et penser qu'on va l'aborder dans le calme et la sérénité systématiquement, c'est une illusion. C'est aussi une illusion, autant que celle de penser qu'on va maîtriser parfaitement le moment de la mort. Alors, étymologiquement, euthanasie signifie bonne mort. On en arrive à cette question de la bonne mort. Mais est-ce que cette bonne mort existe? Comme par exemple, mourir dans la nuit d'un arrêt cardiaque, sans souffrir ou sans avoir eu le temps de souffrir? Alors, pour certains, ce serait ça une belle mort, une bonne mort. D'abord, bonne et belle, ça veut pas dire la même chose, mais ça pourrait être ça. La notion de bonne mort, elle est complètement dépendante d'une société, d'une époque. Au moment où le mot euthanasie a commencé à être utilisé, je crois que c'était au Moyen-Âge, ça voulait pas du tout dire le fait d'accélérer la survenue de la mort, ça voulait dire mourir en conscience. Et pourquoi il fallait mourir en conscience? Parce qu'il fallait avoir eu le temps de se confesser. Et l'idée d'arriver devant son créateur sans avoir pu se confesser, c'était le drame absolu, sans avoir pu aussi régler ses affaires, répartir ses biens si on en avait entre ses enfants, etc. Donc on voit bien que c'est pas du tout la conception qu'on peut avoir de la bonne mort aujourd'hui, qui serait peut-être, en tout cas ce qu'on lit assez régulièrement dans les enquêtes d'opinion, mourir sans s'en rendre compte. Et d'ailleurs, les familles nous disent souvent ça, mais docteur, est-ce que vous croyez qu'ils se rendent compte? Il faut pas qu'ils se rendent compte. Les familles disent ça pour leurs proches. Et en même temps, quand on lit, par exemple, le rapport Sicard, donc Sicard qui avait rencontré un grand nombre, après avoir été missionné par François Hollande, avait rencontré un grand nombre d'associations, de citoyens, etc. Et explique dans son rapport que finalement, ce qui ressort, c'est que le médical est en train de voler la fin de vie aux personnes, la contrôle, et que finalement, les personnes veulent reprendre la maîtrise de leur fin de vie. Donc, ne pas la voir venir. C'est un paradoxe. Mais en tout cas, l'idée que on va forcément arriver à une bonne mort, comme je disais tout à l'heure, réconciliée, après avoir cheminé, renoncé, à lâcher prise même, je dirais, relève non seulement d'une illusion, mais aussi d'une idéologie qu'a développé par exemple Philippe Bataille. Alors ça va surprendre peut-être un certain nombre de gens qui écoutent que je cite Philippe Bataille, qui est un des piliers de la lutte pour la dépénalisation de l'euthanasie, mais je pense qu'il est important d'entendre les arguments des uns et des autres. Et Philippe Bataille, après avoir fait un travail d'observation, c'est un sociologue qui a fait un travail d'observation de terrain dans un certain nombre d'unités de soins palliatifs, il est arrivé à l'idée que finalement, s'il y avait peu de demandes d'euthanasie dans les USP, c'est que les patients comprenaient assez vite que c'était malvenu et que ça ne correspondait pas à l'idéologie ambiante qu'il appelle le palliativisme. Alors, je trouve qu'il va à l'excès dans ce qu'il dit, mais tout de même, il y a quelque chose à entendre de ce côté-là. Le palliativisme, qui est cette idéologie du fait qu'on va maîtriser là aussi la mort, d'une autre manière, mais on va la maîtriser. Et les gens doivent, oui c'est ça, accepter ce qui leur arrive, cheminer, peut-être suivre les étapes de Kübler-Ross dans l'ordre de préférence. C'est-à-dire le processus de deuil? C'est pas le deuil, parce que le deuil c'est pour celui qui reste, mais c'est le processus par lequel on passe quand on réalise qu'on est condamné et qui se termine par l'acceptation, mais qui va passer par déni, voilà, acceptation, marchandage, etc. Voilà, donc attention à l'idéologie excessive du côté aussi des soins palliatifs. Mais quelle différence tu fais? T'as parlé de dépénalisation. Quelle différence y a-t-il entre cette dépénalisation et la légalisation de l'euthanasie? Alors, oui, c'est une bonne question. D'ailleurs, je pense que la dernière loi n'était pas forcément une dépénalisation. Elle est, proposée. La dernière proposition de loi est une
légalisation de certaines pratiques. Dépénaliser, ça veut dire que la pratique reste interdite. Et je rappelle que c'est, sauf erreur de ma part, comme ça encore qui est écrite par exemple la loi sur l'avortement. L'avortement est interdit, sauf en cas de détresse et dans telle et telle circonstance. Donc c'est contrairement à ce qu'on croit, c'est pas un droit, c'est la possibilité de ne pas poursuivre quand telle et telle condition, et notamment la souffrance, bien entendu, est avérée. Voilà, c'est ça la différence. D'accord. Alors, tu as parlé d'avortement. Est-ce qu'il y aurait un lien entre ceux qui sont pour l'avortement et ceux qui seraient pour la légalisation de l'euthanasie ? Alors, en partie seulement. Il peut y avoir des motivations religieuses, etc. Mais c'est faux de réduire aujourd'hui la question du débat sur l'euthanasie à des questions religieuses. On est bien au-delà de ça, de même que c'est faux. C'est-à-dire de ceux qui sont contre ou pour ? De dire que ceux qui sont, pour être un peu caricatural, de dire que ceux qui sont pour sont des progressistes de gauche et que ceux qui sont contre sont des cathos de droite. Il y a eu un sondage il y a 2 ans dans La Croix qui montrait que les catholiques deviennent assez majoritairement favorables à l'euthanasie. Le président de la DMD est un ancien député RPR, donc de droite. Donc ce sont des raccourcis qui montrent pas la complexité du débat. Mais peut-être pour revenir à la question de l'avortement, moi je ferai un lien pas tellement avec l'interruption volontaire de grossesse, mais avec l'interruption thérapeutique de grossesse. Et un lien pour discuter des craintes qui m'habitent sur cette question-là. On sait que l'interruption thérapeutique de grossesse a été faite initialement pour les situations d'enfants non viables, de fœtus non viables, puis d'extrêmes malformations, rendant la vie possible sur quelques jours, puis de maladies et de handicaps sévères, mais finalement compatibles avec la vie, puis avec la trisomie 21, puis, c'est-à-dire au fur et à mesure avec un élargissement des indications, puis peut-être bientôt pour des prédispositions à des maladies qui arriveront très tard, après 50 ans par exemple. Et on peut se demander si on risque pas d'observer la même chose à l'autre extrémité de la vie, c'est-à-dire on prévoit initialement que l'euthanasie soit réservée à des situations très proches de la fin de vie et de souffrances que l'on n'arrive pas à soulager, mais on voit bien venir déjà en Belgique, au Canada. Le Canada, c'est pourtant le berceau des soins palliatifs d'une part et un des pays qui a légalisé le plus récemment, mais déjà on voit arriver les tentations d'élargissement à la maladie d'Alzheimer, aux maladies psychiatriques, etc. Donc de relativité de ce qui est intolérable, et quand on a enlevé les situations les plus intolérables, alors c'est celles qui étaient juste avant qui deviennent les plus intolérables, et ainsi de suite. Pourtant, l'opinion est largement favorable à un projet de légalisation de l'euthanasie. Alors, être contre ce projet de loi, n'est-ce pas un combat qui irait à l'encontre du progrès, voire même une posture un peu réactionnaire ? Oui, c'est comme ça que les choses sont présentées souvent. C'est pour ça aussi que j'ai essayé d'écrire cette tribune. Alors je précise d'emblée que si effectivement j'ai eu une éducation chrétienne, je ne suis absolument plus investie dans aucune religion. Je suis pas non plus athée, j'en sais rien. Voilà. Et je dirais même que dans l'état actuel des choses, ça m'intéresse pas tellement. C'est plutôt ce qui se passe maintenant qui m'intéresse que ce qui se passera après. Donc je ne suis pas moi dans cette position-là. Au lieu de dire que c'est progressiste ou réac, on ferait mieux de mettre en tension l'enjeu individuel et l'enjeu collectif. Je respecte fondamentalement la souffrance de personnes qui n'arrivent plus à avoir de sens à leur existence. Je précise d'ailleurs que toutes les études internationales montrent nationales d'ailleurs aussi et internationales,
montrent que les demandes d'euthanasie sont essentiellement portées par le sentiment d'indignité, par le sentiment d'être une charge, par la perte de sens, et pas tellement par les symptômes, la douleur, etc., contrairement à ce qu'on dit habituellement. Ça n'enlève rien à leur sens. Hein. Donc évidemment que c'est une souffrance qu'il faut entendre, qu'il faut accueillir. Enfin, c'est pas du tout quelque chose à négliger ou à dénier. Mais ça ne met pas en jeu que l'individu. D'abord, ça met en jeu son tissu relationnel, affectif, etc. Hein. Le suicide, c'est pas le suicide assisté. Hein. Le suicide, c'est un acte extrêmement solitaire qui est pas tant que ça, quand même. Ça embarque quand même beaucoup de monde. Ça embarque du monde, mais c'est probablement quelque chose de plus impulsif, de plus de quelqu'un, j'en sais rien. Je dis des choses au fond que je sais pas vraiment, mais de quelqu'un qui en effet ne trouve aucune issue que celle-ci. La demande d'euthanasie, c'est une demande qui est adressée à quelqu'un, donc c'est une façon d'être en relation. Être en relation, c'est être vivant. Donc j'avais fait il y a quelques années un article qui s'appelait La demande d'euthanasie, une façon de rester encore vivant, et je signe à nouveau ce titre-là, je l'assume toujours. C'est une relation. Et ça, pour ce que j'en ai vu d'ailleurs, des demandes, c'est des demandes complexes, hein, et qui n'ont pas que des motivations avouables. Parfois, c'est aussi une forme de manipulation de son entourage, et c'est normal. Tout le monde vit comme ça. Donc c'est extrêmement vivant. Quand tu dis que la demande, c'est une demande de rester vivant, ça me fait quand même penser à un peu à la psychanalyse. Derrière toute demande manifeste, il y a un désir latent. Est-ce que dans cette demande, c'est justement je veux mourir, aidez-moi à mourir, et le désir, c'est aidez-moi, voire même aimez-moi? C'est les deux. C'est les deux, parce que je me souviens il y a déjà longtemps, un cours que je faisais au DU de soins palliatifs sur cette question de l'euthanasie, et il y a quelqu'un qui lève la main et qui me dit Madame, ce que vous dites est obscène. Donc obscène qui vient au devant de la scène et qui empêche de réfléchir. Hein. Et d'ailleurs, les soins palliatifs, vous êtes bien gentils, mais vous passez votre temps à dire il faut écouter la demande, entendre ce que disent les gens, et puis quand ils vous demandent quelque chose que vous voulez pas, vous dites mais finalement la demande c'est pas celle-là. Voilà, donc je suis prudente dans ma réponse. C'est toujours une demande de mourir et un appel à être encore là. C'est toujours les deux. Enfin, les gens sont toujours ambivalents, et ils sont ambivalents parce qu'ils sont vivants. Tant qu'ils sont vivants, ils sont ambivalents, et c'est tant mieux. C'est un processus. C'est un processus, c'est un aller-retour, et le danger, c'est d'en faire une mise au défi, quoi. C'est-à-dire c'est-à-dire, quand on n'est que deux dans cette affaire-là, celui qui demande et celui qui reçoit la demande. Dans le colloque singulier. Dans le colloque singulier, on peut se trouver... puisque vous le faites pas, moi je vais vous le demander, et je continuerai à vous le demander jusqu'à ce que vous le fassiez. Et puis celui qui est en face de dire non, ou au contraire de passer à l'acte. Donc ce sont des situations compliquées qui nécessitent de sortir du colloque singulier et de réintroduire l'entourage, la réflexion pluridisciplinaire, etc. L'institutionnel. Alors comment expliquer cette tentation euthanasique de certains médecins, alors même que la loi Leonetti-Claes permet la mise en place d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès? Et finalement, n'y a-t-il pas un paradoxe qui consisterait à demander aux professionnels de santé de tout faire pour préserver la vie? On l'a vu avec le Covid, on l'a vu avec la prévention du suicide, ou en tout cas les professionnels de santé sont là pour préserver la vie, et en même temps leur demander d'aider à mourir au nom d'une bonne mort. Il y a au moins 3 questions dans cette question-là. Alors on commence par la première. Donc je vais essayer de m'en sortir. Je vais essayer de retrouver la première. La tentation euthanasique. Oui, la tentation euthanasique. Alors elle vient de plusieurs
éléments. Peut-être même avant d'y répondre, je vais redire un mot de ce que je disais tout à l'heure, parce que je suis peut-être pas allée au bout de... j'ai beaucoup parlé de l'enjeu individuel de la demande d'euthanasie, y compris dans son ambivalence, mais je suis pas beaucoup allée sur le terrain de l'enjeu collectif, et c'était ça finalement l'axe que j'ai voulu développer dans la tribune. Il me semble que, et ça rejoint la question de mais est-ce que c'est pas réactionnaire d'être contre l'euthanasie, je pense que là, pour le coup, il y a un paradoxe qui fait que toutes les propositions de loi de ces dernières années ont été portées par la France Insoumise, par les écologistes, par le Parti Socialiste, puis par En Marche, alors même que pour moi, c'est la quintessence de l'ultralibéralisme. C'est l'individu poussé à l'extrême et à la solitude de l'individu tout seul, qui se débrouille tout seul pour tout, qui est autonome pour tout, qui surtout dépend de personne, comme si on était hors sol, sans être en lien les uns avec les autres. Et puis c'est mettre dans la tête des gens, c'est encore plus puissant que ce qu'ont pu faire les pires régimes totalitaires, c'est mettre dans la tête des gens, faire intégrer cette norme que quand on n'est plus performant, quand on n'est plus autonome, quand on n'est plus économiquement performant, éventuellement quand on coûte, alors il vaut mieux s'en aller. Donc ça pour moi c'est l'enjeu collectif le plus important, et on le voit venir, même si on veut pas le reconnaître, on le voit venir. Vous avez entendu comme moi le début de culpabilité qu'on fait porter aux malades du Covid, qui encombre la réanimation. On s'en fout au fond que les gens meurent du Covid. Ce qu'on veut pas, c'est que les réanimations soient séparées. On s'en fout pas, mais... Alors, collectivement, oui. J'entends pas personnellement, mais collectivement, ce qui compte, c'est que les lits soient pas encombrés. Ce qui compte, c'est que les lits soient pas encombrés pour qu'on soit pas obligé de trier. Alors qu'on trie déjà, puisqu'on privilégie très largement la prise en charge des patients Covid par rapport à tous les autres patients, puisqu'on déprogramme, etc. Donc il y a des pertes de chance et des retards de prise en charge. Bien sûr, il y a des retards de prise en charge, ça va être évident en cancérologie, mais sans doute ailleurs, même si je suis pas capable de parler du reste. Mais c'est évident. Donc on entend cette petite musique qui dit mais finalement tant pis pour eux, les gens qui encombrent là les réanimations, puis peut-être même en plus c'est un peu de leur faute parce qu'ils ont des comorbidités, éventuellement ils sont obèses, là aussi des patients méritants ou moins méritants, puis bientôt ce sera la faute de ceux qui se feront pas vacciner. Alors loin de moi l'idée qu'il faut pas se vacciner, je pense que le vaccin est évidemment la solution pour sortir de cette impasse et pour protéger le maximum de personnes, bien sûr. Mais bientôt, il y aura une espèce de police sanitaire qui est pas tellement faite pour protéger les gens, mais faite pour que ça coûte pas trop cher, quoi. Tu veux dire par là, finalement, est-ce que on aurait transformé le tragique de la vie en culpabilité ? Oui. Alors, tu connais mieux Ricoeur que moi, mais si j'ai bien compris ce qu'il veut dire là-dessus, pour Ricoeur, la culpabilité, elle est liée, elle est consubstantielle au fait même de la finitude. Donc, de toute façon, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais du point de vue des soignants, en tout cas, la culpabilité, on sait très bien faire. Ça peut être un des moteurs de la tentation euthanasique, de ne pas se sentir capable d'atténuer les souffrances, de ne pas se sentir capable non plus de rester à côté de cette personne qui est en fin de vie. Ça c'est un point très important, je pense. Il s'agit pas d'avoir réponse à tout, il s'agit pas de demander à la médecine de répondre à tout. Quelle est la réponse de la médecine ? Mais arrêtez de demander des réponses surtout à la médecine. La médecine a ses limites. Mon collègue Denis Bello, qui est un anesthésiste et médecin de la douleur, disait un jour, mais la médecine de la douleur, c'est la médecine de l'impuissance. Il y a de l'impuissance dans la médecine, et heureusement. Donc la tentation euthanasique, c'est aussi la tentation de la toute-puissance. Et d'ailleurs, je reviens... De la toute-puissance du médecin. De la toute-puissance du médecin.
Alors même que c'est ce qu'on lui reproche. Exactement. Cette toute-puissance. Oui. Exactement. Je reviens à Filippo Zodi Borgo. Il est parrain d'une association qui s'appelle Soulager mais pas tuer, qui a... Tuer ou faire mourir? Alors, on dit souvent faire mourir au lieu de tuer. Oui, c'est plus joli. C'est un euphémisme. Euphémisé pour qu'on ne voit pas la violence de ce qui se discute en fait. Et alors c'est pas lui dans le texte auquel je fais référence, que je me souviens plus, et je m'en excuse auprès de la personne concernée, je me souviens plus de son nom, mais une personne handicapée participait au même texte qu'il a signé et disait mais finalement l'interdit de tuer c'est le dernier frein à la toute-puissance médicale. Je suis parfaitement d'accord avec ça. C'est un pouvoir exorbitant qu'on va donner au médecin en croyant reprendre sa liberté vis-à-vis du médecin, mais c'est un pouvoir exorbitant qu'on va lui donner. Et on le voit en Hollande, dans des situations où on impose une euthanasie à des gens qui l'ont demandé de manière anticipée, en disant quand ma maladie d'Alzheimer sera à tel niveau, je veux qu'on m'euthanasie, et qui, arrivé à ce niveau-là et présentant donc le symptôme classique de la maladie d'Alzheimer, qui est l'anosognosie, c'est-à-dire le fait de ne pas se rendre compte de sa propre maladie, ne veulent pas être euthanasiés. Il y a des gens qui ont été contentionnés pour être euthanasiés. Ce qui a conduit à... Je ne l'invente pas, hein, c'est tout à fait... Vous pouvez trouver ces infos facilement. Ça a conduit à... Où donc ? Alors, il y a eu par exemple une tribune de psychiatres et de gériatres qui ont demandé... un collectif qui a demandé qu'il y ait un moratoire en Hollande pour pouvoir réfléchir à ces questions-là. Pas pour dire il faut forcément revenir en arrière, mais il faut réfléchir à ce qu'on fait. C'est ça l'enjeu collectif. C'est le risque des dérives, il est sur le collectif, il n'est pas sur l'individuel. Donc il faut mettre les deux en tension. Finalement, le malentendu sur la question de l'euthanasie, c'est qu'on n'a tous pas envie de souffrir au moment de mourir, personnellement, mais qu'il y a un enjeu collectif. C'est ça. On a tous peur d'être seul, et on sera seul, parce qu'au fond, celui qui part, il part tout seul. Hein. On peut bien accompagner autant qu'on veut. Pas forcément isolé, mais il part seul. Il y a une solitude irréductible de celui qui part. Mais la manifestation de l'humanité autour, c'est pas forcément de dire oui, en effet, votre vie n'a pas de sens, je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai pas à dire ça à quelqu'un. J'ai pas à dire qu'elle a du sens non plus. C'est pas mon boulot de donner du sens à ce que vivent les gens. Mais je suis pas là pour dire oui, en effet, votre vie ne vaut rien. Mais rien ne vaut la vie. Je sais pas. Je prétends pas non plus qu'il faut. C'est vivre... du Souchon. Oui, je sais. Je prétends pas non plus qu'il faut vivre à tout crin. Bien sûr qu'il y a, alors c'est encore un autre versant du débat, mais il y a un recours extrêmement fréquent en France à l'obstination déraisonnable. Je pense qu'on a tellement... Qu'est-ce que tu appelles, pardon, pour bien expliquer les choses, l'obstination déraisonnable des soins? L'obstination déraisonnable, c'est le fait de poursuivre ou d'entreprendre des soins dont l'objectif est minime par rapport aux effets secondaires, ou bien dont l'objectif est inatteignable. On a dit à un moment futile, c'est pas un mot très joli en français, mais ou bien des soins qui ne font que prolonger l'agonie. Donc tout ça, c'est des choses l'agonie. On n'a pas le droit de faire normalement en France. Hein, c'est la loi Leonetti. On ne doit pas poursuivre d'obstination déraisonnable. Seulement, l'inconscient collectif médical veut que le risque de la perte de chance est vécu de manière beaucoup plus grave que le risque de décès toxique, par exemple. Ne pas mettre en œuvre un traitement qui aurait eu une toute petite chance de marcher, c'est vécu par les médecins comme beaucoup plus grave que de faire un traitement agressif et malheureusement de perdre un certain nombre de patients d'effets secondaires de ces traitements. Tu as parlé d'agonie. Est-ce que tu peux nous repréciser dans le processus de fin de vie ou ce concept d'agonie, ce processus d'agonie? Alors d'un point de vue médical et biologique, l'agonie c'est la
courtes périodes pendant lesquelles les fonctions vitales s'arrêtent les unes après les autres. Et on parle de l'agonie à partir du moment où le processus est irréversible, où il n'y a plus de moyen de revenir en arrière et de relancer la machine. Voilà, donc c'est la façon dont le corps s'arrête. Donc l'agonie, d'un point de vue physiologique, c'est ça. D'un point de vue de l'imaginaire collectif, c'est quelque chose d'horrible. Ce sont les râles agoniques. C'est ça, ce sont les râles, ce sont voilà, c'est quelque chose qu'on a du mal dont on ne veut plus aujourd'hui, dont le monde d'aujourd'hui ne veut plus, qui perd de son sens. Là encore, je sais pas quel est le sens. Hein. Je vois du sens de temps en temps, du sens pour ceux qui sont autour, pour ceux qui prennent conscience de ce qui est en train d'arriver. C'est un temps suspendu, c'est un temps non utilisé de manière économiquement rentable, hein, donc on sent bien que ça tire de ce côté-là aussi. Hein. On entend des familles qui disent mais moi je suis venue des États-Unis, il faut que je reparte, mon avion il est dans 3 jours, ce serait mieux que les obsèques aient eu lieu avant. Je vous assure qu'on entend ça. Donc ce temps suspendu, on ne sait plus bien quoi en faire. Mais c'est pas forcément un temps inconscient pour la personne. Hein. Et est-ce qu'il y a souffrance pendant l'agonie ? On n'en sait rien peut-être. D'abord, on ne sait qu'à moitié. Bien souvent non, et parfois oui. Et notre travail, c'est d'atténuer cette souffrance. Et donc, d'où l'idée le projet plutôt de sédation. Alors le projet. Alors d'abord la sédation, on a l'impression que c'est quelque chose qui a été découvert avec la loi Claes-Leonetti. Bien sûr que non. La sédation, il y a longtemps qu'elle peut être utilisée quand il y en a besoin. Et on distingue aujourd'hui 2 types de sédation, celle qu'on utilisait déjà avant et qu'on utilise encore beaucoup mais pas toujours, hein, bien souvent il n'y en a pas besoin, qui est ce qu'on appelle la sédation proportionnée, c'est-à-dire adaptée aux symptômes. On utilise donc c'est-à-dire diminuer le niveau de vigilance pour que la personne ne perçoivent pas une souffrance qu'elles jugent insupportable, qu'elles-mêmes jugent insupportable, bien sûr. On utilise ça, par exemple, lorsque les personnes ont du mal à respirer, pour ne pas percevoir une sensation d'étouffement, ou bien quand il y a une hémorragie importante, etc. Donc ça c'est quelque chose qui existait déjà, qui existe toujours, qui est souvent prescrit de manière anticipée, au cas où, discuter avec le patient avant, bien sûr. Si toutefois il y avait ce type de symptômes, on ferait ça. Les gens sont soulagés qu'on prescrive ça, et bien souvent on n'en a pas besoin. Et parfois on en aurait besoin, on le propose au patient et le patient ne le veut pas. C'est pas si simple que ça. Et puis il y a la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, telle qu'elle a été introduite dans la loi. Et la loi prévoit que cette sédation soit à la demande du patient, dans des circonstances très particulières proches de la fin de vie. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore, je pense, tout à fait digéré. J'interviens depuis des années donc dans le DU de soins palliatifs, et donc j'entends rapporter par les personnes qui suivent ce DU des situations de recours très rapides et excessifs à la sédation profonde et continue auprès de patients qui ne demandent rien. Et inversement, j'observe, y compris dans mon service, y compris quand c'est moi qui prescris, des situations où on hésite à répondre à cette demande de sédation, alors que probablement elle est tout à fait adaptée et légitime, mais qu'on se sent en difficulté parce qu'on sent bien que la demande n'est pas une sédation, mais la demande est une euthanasie. Alors, quelle différence entre sédation et euthanasie ? La différence, elle est centrale, elle est dans l'intention. La sédation, c'est soustraire à un symptôme difficile en faisant baisser le niveau de conscience. Donc l'objectif, c'est soulager, le moyen, c'est faire dormir. Le décès survient s'il doit survenir, et il n'est pas rare qu'on arrête des sédations parce qu'il n'y en a eu besoin que de manière transitoire. Mais si le décès doit survenir, il survient. L'euthanasie, c'est faire mourir. C'est le double effet. Oui, enfin... Alors, c'est un truc qui m'agace, le double effet. Donc je vais en profiter pour en dire un mot. Le double effet, on en parle tout le temps autour de cette question-là. C'est l'idée que on est autorisé à mettre en route un traitement si le bénéfice attendu
est supérieur au risque, quand bien même ce risque serait de provoquer la mort. Et donc on en parle pour la sédation, on en parle pour l'antalgie, ce qui est à mon avis une hérésie. On ne fait pas mourir les gens avec un traitement antalgique bien adapté, au contraire. Avec des morphiniques ? Avec des morphiniques, au contraire. Il y a des études pour montrer qu'on augmente la durée et la qualité de vie avec les morphiniques, et pas du tout qu'on accélère les choses, sauf si on veut accélérer les choses. Dans le cas, on y arrive. On peut y arriver, plutôt mal avec les morphiniques d'ailleurs. Mais le double effet, je vois pas bien la différence avec la balance bénéfice-risque, et la balance bénéfice-risque, c'est tout le temps en médecine. C'est tout le temps. Et des décès toxiques, il y en a tout le temps. Est-ce qu'on parle de double effet quand on parle des thromboses cérébrales survenues avec le vaccin AstraZeneca? Jamais. On parle de balance bénéfice-risque. Pourquoi est-ce qu'en soins palliatifs, on vient tout le temps mettre le double effet, comme si au fond, on savait bien qu'on allait tuer les gens, mais on veut pas trop le dire? C'est pas vrai, c'est pas ça qu'on fait. Donc c'est une question d'intentionnalité. C'est une question d'intentionnalité, c'est central l'intentionnalité. De la sédation qui n'est pas de tuer, alors que l'euthanasie est de tuer. C'est ça. Donc l'intention est de tuer. Et de tuer, et elle est de soustraire la personne à ce qu'elle vit, mais le moyen pour faire cela est de provoquer la mort. Ok. Alors, la médecine, l'histoire de la médecine avance sur une ligne de crête entre un besoin de rationalité pour lutter contre la maladie, et c'est propre de la médecine, de lutter contre la nature même, et en même temps un besoin d'irrationalité pour échapper à notre finitude, pour échapper à notre mort. Alors pourtant la mort est certaine. La médecine ne doit-elle pas justement réapprendre à faire de la mort la fin naturelle de la vie, et non pas un échec des médecins, même si on connaît quelque part le lobbying fort des transhumanistes comme Google, qui veulent eux tuer la mort? Oui, alors en soins palliatifs, on dit souvent dans les poncifs, mais qui sont justes, qu'on répète dans les formations de soins palliatifs, on dit souvent le malade en fin de vie est un être vivant et la mort un processus naturel. Oui, la mort est un processus naturel, et je me suis trouvée plusieurs fois de dire ça et d'avoir en face de moi dire ça plutôt à des professionnels de santé en formation continue, et d'avoir en face de moi quelqu'un qui me dise mais enfin vous êtes bien gentil, mais vous trouvez que c'est naturel de mourir du cancer à 40 ans? Et oui, c'est naturel. Parce que la nature humaine, elle est d'être périssable, et elle est d'être soumise à des dérèglements qui conduisent à des maladies, dont le cancer. C'est pas pour autant qu'il faut pas s'en occuper. C'est pas pour autant que le rôle de la médecine n'est pas de lutter contre ça. C'est le rôle de la médecine depuis le premier jour. C'est pour ça d'ailleurs que je parlais tout à l'heure d'obstination déraisonnable. L'obstination, elle est avant tout raisonnable. La plupart du temps en médecine, l'obstination est raisonnable. Et heureusement qu'on s'obstine. C'est comme ça qu'on avance, et c'est comme ça qu'ont été faits des progrès considérables. Mais malgré tout, l'homme est mortel. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, l'homme est mortel. Alors après, qu'on ait besoin de trouver des explications, qu'on ait besoin de trouver des raisons, qu'on ait besoin de donner du sens à ce qui arrive. Bernard Laurent, je crois, dans le 2e podcast, disait que tous les patients disent « Pourquoi moi ?» C'est tout à fait vrai, j'entends absolument la même chose. Tous les patients disent « Pourquoi moi ? Est-ce que j'ai fauté ?» La question de culpabilité, elle revient immédiatement. La punition divine. La punition, divine ou pas divine, mais la punition en tout cas. Pourtant, j'ai tout bien fait. J'ai fait mes mammographies, j'ai fait du sport, j'ai pas fumé, ou alors j'ai fumé, donc le châtiment est mérité. Donc tous les patients passent par ces questions-là. Et puis si c'est pas moi, c'est l'autre. Donc quelqu'un est coupable. Donc si quelqu'un est coupable, peut-être le gouvernement, peut-être la pollution, ce qui est en partie vrai, mais peut-être les industriels qui s'enrichissent en mettant des perturbateurs endocriniens, peut-être le pangolin, mais il faut il doit y avoir une raison. On doit trouver une raison. Or, à nouveau, on peut citer Ricoeur, le mal est sans pourquoi.
Et Dostoïevski qui disait « Nous sommes tous coupables de tout et devant tous, et moi encore plus que les autres », dans Les Frères Karamazov. Voilà, c'est ça. Les soignants sont très, très prompts à se glisser dans cette culpabilité pour eux-mêmes dans leurs actions au quotidien, dans le soin, quoi. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas réintroduire un enseignement de la finitude en faculté de médecine, mais peut-être également dès le lycée ? Alors, sans doute oui. J'en veux pour preuve la stupéfaction générale au printemps dernier de découvrir qu'on pouvait mourir dans les EHPAD. Donc, comme si c'était quelque chose qui n'arrivait jamais. La mort n'existe plus dans notre inconscient collectif. On meurt pas. Si on meurt, c'est qu'il y a quelqu'un qui a fait un truc, quoi. C'est qu'il y a quelqu'un qui a fait un truc qui va pas. Donc on ne meurt pas. D'ailleurs, on entend ces jours-ci qu'on vient de franchir le cap des 100 000 morts du Covid en France. C'est terrible, bien entendu. C'est 100 000 situations de traumatisme familial, de déchirure, de deuil, bien entendu. Je ne le nie pas. Mais on a l'impression qu'on ne meurt que de ça en France. Or, il y a 650 000 ou quelque chose comme ça personnes qui meurent chaque année en France. On fait comme si tout cela n'existait pas. Donc, il est absolument nécessaire de réintroduire le fait que la mort, ça existe, que c'est l'issue de la vie, que c'est douloureux, que c'est tragique, que pour le rendre moins douloureux et moins tragique, il faut le vivre ensemble. Il faut le porter à plusieurs, il faut le partager, y compris avec des rituels religieux ou rituels laïques, c'est pas la question, mais avec des rituels. Et puis que derrière le deuil, ça existe, et le deuil, c'est long, c'est pas quelque chose qui, voilà, c'est pas au bout de 8 jours qui devient pathologique. Voilà. Au bout de 15 jours. Au bout de 15 jours, voilà. Dans le DSM-5. Voilà. Si je ne me trompe pas. Au bout de 15 jours, la tradition qui voulait qu'on porte le deuil, le demi-deuil, était beaucoup plus futée que le DSM-5. À vérifier, les 15 jours. Ouais. Les dates anniversaires sont des dates où le deuil ressurgit. Enfin, tout ça, ça existe et c'est normal. Mais c'est pas parce que c'est normal que c'est pas douloureux. Et donc, des situations douloureuses, c'est des situations normales dans la vie. Alors, tu as beaucoup parlé de religion, quelque part. Et avec l'épidémie de coronavirus, on a pu observer justement la tension entre le soigner et le sauver. Sauver des vies, il fallait sauver des vies. Et donc, finalement, entre le sanitaire du soigner et le salutaire du sauver. Alors, comme dirait François Laplantine, la santé occupe rigoureusement la place qui était tenue autrefois par le salut. Penses-tu également que la médecine serait justement une forme sécularisée, c'est-à-dire laïcisée de la religion, c'est-à-dire qu'elle viendrait soit remplacer, soit prolonger la religion ? Oui, sans doute dans notre monde actuel, c'est le cas. On voit bien aujourd'hui tous les oracles médicaux qui se précipitent sur les plateaux de télé pour dire l'avenir, alors qu'on est dans un champ d'incertitude majeure. D'ailleurs, l'incertitude, il faudra peut-être qu'on y revienne, mais c'est une autre question. On voit bien aussi qu'on demande à la science aujourd'hui, et à la médecine en particulier, de nous dire ce qu'on doit manger, combien de temps on doit faire de sport. Votre montre connectée va vous dire si vous avez assez marché, pas assez marché. Donc il y a un biopouvoir foucaldien de Michel Foucault. Voilà, il y a un biopouvoir foucaldien, mais qui va encore plus loin que ce qu'avait dit Michel Foucault, parce qu'il avait dit, alors je vais essayer de pas le dire à l'envers, mais que le fait du prince, avec avant le biopouvoir, c'était faire mourir ou laisser vivre. Avec le biopouvoir, c'est faire vivre et laisser mourir. Et aujourd'hui, on va aller dans faire vivre ou faire mourir. Donc c'est un pouvoir absolu, en fait. Donc il y a quelque chose de totalitaire, osons les mots. Lucien Svève avait écrit la santé totalitaire, c'est ça ? Ou totalisant, peut-être. Ou totalisant. Dans la place que l'on donne à la médecine aujourd'hui. Encore un pas de plus vers la toute-puissance, d'ailleurs.
Et vers le biologique, j'ai l'impression que finalement, dans le Covid, c'est coronavirus disease. Est-ce qu'on n'aurait pas oublié les deux autres définitions de la maladie qu'on retrouve en anglais, hein? Il y a la disease, il y a illness, hein, qui est la maladie sous l'angle biographique de la personne, et il y a la sickness, hein, qui est l'aspect sociétal de la maladie. Est-ce que ce biologique ne l'aurait pas emporté justement sur le spirituel, hein, sur le rituel, sur le symbolique, et que finalement on aura un retour de manivelle concernant l'aspect social de l'épidémie qu'on a complètement écarté? C'est ça, l'aspect social d'un côté, c'est ce que je disais, on n'est pas hors sol. On vit en relation les uns avec les autres, on vit les choses heureuses collectivement, on le voit surtout dans les grands matchs de foot, mais on peut le voir dans d'autres occasions, heureusement, et on vit collectivement aussi les choses difficiles, et notamment la fin de vie, et notamment le deuil. Et puis tu parle de la dimension biographique, elle est centrale dans ce que j'entends de mes patients, c'est-à-dire ils ont tous le besoin, d'une façon ou d'une autre, d'intégrer la survenue de cet événement de la maladie et l'issue qui se profile dans la continuité de leur propre histoire, soit pour en faire quelque chose, soit pour lui donner du sens, soit pour en faire une continuité. Les patients en fin de vie reprennent souvent leur propre parcours de vie, l'éclair d'un regard nouveau, essayent de le transforme sûrement, mais c'est le propre de la biographie. Donc cette dimension biographique de la maladie est très très présente en pratique. Donc c'est la question de la médecine narrative. Oui, c'est ça, c'est la question de la médecine narrative. Qui n'existe pas aujourd'hui, je veux dire officiellement. Qui n'existe pas officiellement. Alors on voit des expériences ça et là qui sont presque des écrivains publics qui viennent aider des patients à écrire leur histoire, mais on le voit aussi sous d'autres formes. Moi je travaille avec une art thérapeute qui à partir de textes de la littérature qu'elle lit aux patients les amène à construire eux-mêmes la suite du texte. Et on est régulièrement absolument subjugué et bouleversé par les productions des patients. Et il est absolument évident que ces productions changent le regard que nous avons sur nos propres patients, leur redonnent une épaisseur, leur redonnent une humanité qui pourrait disparaître derrière l'ampleur de la dégradation et de la maladie. Donc nous avons à poser sur eux un regard d'humanité, mais aussi à leur donner les moyens d'expression de cette humanité-là, qui ne demande qu'à s'exprimer. Le vivant jusqu'à la mort, comme dirait Ricoeur. C'est ça. Alors plutôt que, on a beaucoup parlé de mort, plutôt que de l'événement de la mort, finalement, n'est-ce pas l'image et l'imaginaire de la mort qui nous affecte le plus? Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a d'un côté les anticipations spéculatives morbides que suscite la peur de la mort, et de l'autre, ce qui peut parfois aussi agacer, et moi particulièrement, certains acteurs des soins palliatifs qui présentent une image idéalisée, forcément sereine, apaisée et belle de la mort, ce que tu as appelé tout à l'heure le palliativisme, quelque part. En d'autres termes, en quoi la mort ordinaire est elle-même contaminée par la mort horrible, ou à l'inverse, par la mort parfaite? Oh bah elle l'est, c'est sûr, et elle l'est des deux côtés. Alors peut-être du côté, pour aller vers des choses que j'ai moins évoquées, du côté des familles, effectivement les familles arrivent avec l'idée que la mort ça va forcément être horrible. Et un certain nombre nous disent mais je pensais pas que ça existait le travail que vous faites et qu'on pouvait partir tranquillement et en ayant fait quelque chose de ce temps-là. C'est pas toujours le cas, hein, bien entendu. Et on est confronté, nous aussi, quelquefois, à des visions entre guillemets monstrueuses, c'est-à-dire extrêmement impressionnantes d'altérations physiques de nos patients. Donc c'est une réalité aussi. On peut se trouver parfois devant des visions extrêmement difficiles
qui nous demande d'aller chercher dans nos ressources pour garder le regard d'humanité dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est une réalité. Alors, tu parlais de regard, ça me fait penser par association d'idées à un article de Jean-Pierre Vernant, qui est un grand helléniste, qui s'intitule « La mort dans les yeux ». Pour Vernant, le visage de la mort est comme celui de la gorgone. La gorgone est celle qui nous pétrifie quand on la regarde avec ses cheveux en serpent. Alors quand on est soignant, médecin en oncologie et qu'on côtoie la mort au quotidien, comment est-ce qu'on se protège soi-même de l'image que peuvent nous renvoyer des patients de notre propre mort? Dit autrement, quel est votre bouclier de Persée, Persée étant celui qui avait un bouclier qui a renvoyé l'image de la gorgone contre elle-même et qui l'a donc pétrifiée? Oui, alors tu parlais tout à l'heure de ligne de crête. C'est aussi une ligne de crête pour ne pas aller du côté d'une identification à la personne qui est en train de mourir, qui nous emporterait avec, qui nous dévasterait, et non plus que de pas se laisser aller à une indifférence et à une objectivation de cette personne-là. Peut-être dit de manière un peu pompeuse, c'est d'arriver à se dire que celui qui est là devant moi, c'est à la fois le même, c'est mon frère en humanité, et c'est à la fois l'autre, le tout autre, c'est lui qui part, c'est pas moi, et son histoire n'est pas la mienne. Mais tenir cette dialectique-là, c'est effectivement très compliqué. Enfin, du moins très compliqué. Ça mérite une attention régulière, une attention pour soi et une attention pour ses collaborateurs. Quand on n'observe que les uns ou les autres, collaborateurs ou collègues, sont en difficulté dans le maintien de cet équilibre-là, il est important qu'on puisse se le dire et qu'on puisse le travailler ensemble. Il est important qu'un soignant puisse dire je peux plus, il faut que quelqu'un prenne le relais, c'est possible aussi. Donc là, c'est la place d'abord du compagnonnage et puis de l'analyse de la pratique ou de la supervision, qui sont des temps de réflexion pour les soignants sur leur propre vécu, leur propre pratique. Mais ça me fait penser aussi, c'est la Rochefoucauld, si je dis pas de bêtises, qui a dit seul le soleil et la mort ne se peuvent regarder de face. Je pense que c'est vrai pour nos patients aussi, et l'évolution actuelle vers l'autonomie à tout crin et l'information du patient à tout crin oblige les patients à regarder en face cette réalité-là en permanence. Et j'entends souvent chez mes jeunes collègues, mais enfin, on lui a dit hier, mais il est dans le déni parce que aujourd'hui il demande encore quand est-ce qu'on reprend les traitements. Mais l'ambivalence n'est pas le déni. On ne peut pas demander aux patients de regarder en face cette réalité-là tout le temps. Oui, et puis le déni est un mécanisme de défense. Alors c'est un mécanisme de défense qui est à respecter, mais souvent c'est même pas du déni, c'est juste pas maintenant, pas tout le temps. C'est très classique d'avoir un long entretien avec un patient qui dit mais j'ai bien compris ma situation, je sais bien que voilà, la fin est pour bientôt, heureusement j'ai pu élever mes enfants, etc. Enfin, mais ça me fait de la peine, mais j'ai réglé mes affaires. Et puis qui à la fin disent et est-ce que vous pensez que je vais pouvoir reprendre mon travail? Et là, le premier mouvement, c'est de se dire mais qu'est-ce qui se passe? Il a rien compris. Mais non, il a parfaitement compris. Simplement, il n'est pas obligé d'être face à cette réalité-là tout le temps. Et ensuite, il a le droit de rêver. Pas rêver au sens de s'illusionner, mais au sens d'une rêverie, de pensée créatrice, d'une imagination vers des choses qui seraient meilleures que ce qu'il a entendu jusque-là. Ces créations de la pensée, et de l'imagination, elles sont extrêmement précieuses. C'est comme ça qu'on vit tout le temps. Quand je serai grand, je ferai ceci et cela. C'est pas du déni du fait que la vie, elle se passe pas comme dans un conte de fées. C'est simplement que c'est comme ça qu'on vit et que c'est précieux. Mais à nous de ne pas enfermer les personnes dans la certitude permanente de la catastrophe à venir. Heureusement, il y a de la place pour l'incertitude.
Donc finalement, la dérive de l'autonomie, c'est-à-dire la capacité à penser par nous-mêmes, depuis Kant, ce serait celle de tuer la rêverie, selon toi. Je l'avais pas imaginé comme ça, mais je signe. La rêverie et l'imagination, c'est la créativité, c'est un moteur précieux de l'existence et c'est pas le refus de la réalité. Moi, j'utilise souvent une phrase que je reprends à des auteurs américains qui est dans ce qui arrive maintenant, et je le dis tel quel aux patients, dans ce qui arrive maintenant, on peut en même temps anticiper le pire et espérer le meilleur. C'est-à-dire se préparer si toutefois les choses devaient aller mal, et il y a des éléments pour le penser, on est obligé de tenir cette hypothèse-là, et en même temps espérer que des choses positives pour soi puissent encore arriver. Et je dis souvent aux patients, mais je suis tout à fait d'accord pour espérer avec vous. Alors face à la maladie grave, et lorsque le pronostic est malheureusement sombre, qu'est-ce que soigner pour toi? Qu'est-ce que soigner? Soigner, c'est être là, accepter la rencontre, vraiment, la rencontre et le cheminement côte à côte, pas courir derrière ni trop anticiper, mais continuer cette relation humaine qui n'est pas qu'une relation humaine, c'est pas, on n'est pas amis, mais continuer cette relation et cette alliance peut-être qu'on a construit ensemble, et avec le rôle qui est le mien, c'est-à-dire d'ajuster au mieux les symptômes, d'améliorer ce qui peut l'être, mais aussi tout simplement de continuer à être là. Oui, mais pour autant, le patient va mourir. Oui, ça, c'est à un moment ou à un autre, le patient va mourir. Alors, qu'est-ce que soigner? Puisque les projets guérir, sont... Voilà. Soigner n'est pas guérir, c'est... oui, c'est ça, c'est être là encore. D'accord, être là maintenant. Être là encore. D'accord. Ici et maintenant, ça c'est sûr. Et la promesse d'être là demain aussi. Ici et maintenant. Donc si je t'entends bien, finalement, ce serait de peut-être soigner dans ces conditions-là, ce serait transformer la durée, qui est une durée, on va tous mourir, qui dit que la mort est certaine, mors certa, comme on dit en latin, en instant. Transformer cette durée en instant, mors certa, ora incerta. La mort est certaine, l'heure est incertaine. Et finalement, de transformer cette durée en instant, c'est redonner de la liberté. C'est redonner de la liberté et c'est redonner sa place à l'incertitude. Souvent, les gens disent mais c'est dur de pas savoir. Je voudrais savoir quand. Et moi, je crois pas du tout. Heureusement qu'on ne sait pas quand. Alors, je dis parfois comme une pirouette en paraphrasant Cyrulnik. Est-ce qu'on peut parler d'espoir au bord du gouffre? Cyrulnik parlait d'amour au bord du gouffre. Et moi, je dis, est-ce qu'on peut parler d'espoir au bord du gouffre? Et oui, on peut parler d'espoir au bord du gouffre. Alors, pas d'espoir fou que la maladie va disparaître. Encore que ça peut rentrer dans la rêverie. On a le droit de rêver à ça, tout en sachant bien que ce sera pas. Et les patients sont capables de faire ça, de rêver à ça, tout en sachant bien que ça n'existe pas. Mais l'espoir, j'ai retrouvé une définition de Dano qui dit c'est l'attente confiante bien qu'incertaine dans un résultat significatif pour soi. Donc encore l'incertitude. Encore l'incertitude. Nietzsche, oui, pardon. Nietzsche disait ce n'est pas l'incertitude qui rend fou, c'est la certitude. Absolument. Absolument. Donc de remettre de l'instant dans la durée, c'est remettre de l'incertitude, c'est remettre de la liberté. Donc finalement, les soins palliatifs seraient-ils significatifs de liberté? Oui. Là où même ceux qui sont pour l'euthanasie parlent d'euthanasie au nom de la liberté. Oui, c'est ça. On peut associer à la liberté à condition que les soins palliatifs n'imposent pas un chemin tout fait vers le renoncement et l'acceptation. La liberté, c'est aussi refuser, c'est aussi vouloir se battre encore, c'est aussi désespérer, c'est aussi... tout ça fait partie de la liberté.
Donc transformer la durée en instant, en tout cas tenir cette dialectique de la durée de l'instant plutôt, c'est finalement remettre en place une éthique du temps. Oui. Qui est propre à Jean Kelevitch, à Ricoeur. On peut dire ça, et c'est en tout cas refuser l'idée que l'histoire est déjà complètement écrite et seule la fin est intéressante. La fin, de toute façon, elle est connue. Donc, si seule la fin est intéressante, autant nous suicider tous tout de suite. La fin, elle est connue. Par contre, le chemin, il l'est pas. Et le chemin, il peut réserver, certes, des difficultés, mais il peut réserver des moments extraordinaires aussi. Alors, quelle a été ta plus belle réussite ou victoire avec tes patients ? Alors, si on peut parler de réussite ou de victoire. Oui, alors je dirais pas là, mais il y a un sentiment de travail bien fait quand on quand on sent une alliance réelle s'est créée, pas une confiance aveugle, mais une confiance réciproque en tout cas, suffisante pour que la personne puisse prendre appui sur ce qu'on lui propose et déployer son chemin à elle, en fait. Pas le chemin qu'on a prévu pour elle, mais construire son chemin à elle, en faire ce qu'elle veut encore, en s'appuyant sur les tuteurs de résilience qu'on a pu être. C'est vrai, pas seulement en fin de vie. Moi, je vois beaucoup de patients avec des douleurs chroniques après leur traitement du cancer, et je les suis pendant 2-3 ans avec des propositions techniques, médicamenteuses bien sûr, mais pas seulement. Et je les vois prendre appui sur ces consultations et reprendre leur envol et finalement décider d'arrêter ce suivi. C'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire la réussite pour moi, elle est avoir pu être une des pierres, que ce soit relationnelle mais aussi technique, quelquefois par des techniques très sophistiquées de soulagement de la douleur, etc. Mais avoir pu être une des pierres sur laquelle la personne construit sa propre histoire. Donc on a parlé de ta plus belle réussite, ou ta victoire avec tes patients, et quel a été ton plus grand échec professionnel et qu'est-ce qui t'aurait appris ? Alors, échec. Alors avec les patients, c'est le revers de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'explosion de l'alliance. Je me suis trouvée dans un certain nombre de cas avec pas tellement des patients, mais des familles faisant des courriers à la direction, au Conseil de l'Ordre, à l'ARS, au ministère, pour dire tout le mal qu'ils pensaient de la façon dont j'avais pris en charge leurs proches et de la nécessité de protéger les suivants d'une personne aussi néfaste. Donc ça, c'est des choses extrêmement douloureuses, extrêmement difficiles. Peut-être salutaires aussi, peut-être qu'on a besoin de temps en temps on a besoin d'être remis en question et d'être rappelé à la modestie très très régulièrement, ça c'est sûr. Le salutaire n'est jamais très loin du sanitaire. C'est ça. Mais cette façon-là de le faire renvoie vraiment à un sentiment d'échec. Ou de toute puissance. De qui ? De celui qui fait le courrier ou de celui qui... Du médecin. Pas que. Pas que. Non, mais de penser qu'on plaira à tout le monde, et que notre prise en charge sera parfaite et sans accroche. Oui, sous cet angle-là, c'est vrai, bien sûr. C'est difficile de décevoir. Donc, explosion de l'alliance thérapeutique. Explosion de l'alliance thérapeutique, c'est ça. C'est ton plus grand échec ? Oui, je dirais que oui, parce qu'après, sur le plan... bien sûr qu'il y a des aléas, des vicissitudes de la vie professionnelle, il y en a dans toutes les spécialités, mais là, je mettrais plutôt au crédit des réussites d'avoir pu tenir individuellement face à des patients dans des situations très complexes, d'avoir pu faire tenir ou participer à ce que l'équipe soignante tienne, progresse, avance malgré les difficultés avec
de certaines situations de patients, et aussi que les projets institutionnels et la vie de l'équipe tiennent malgré les tensions et les difficultés qui peuvent exister dans la vie institutionnelle aussi. C'est la force de l'équipe. C'est la force de l'équipe. Et à propos de difficultés institutionnelles, comment, selon toi, arriver à garder vive la fragile flamme du soin, c'est-à-dire ce feu sacré, pour en revenir encore au sacré, qui menace sans cesse de s'éteindre sous les vents forts d'une gouvernance par les nombres, comme dirait Alain Supiot? À nouveau, la force de l'équipe, ça c'est sûr, mais l'équipe peut s'enferrer dans des travers aussi. La force de l'équipe est ramener au cœur du projet de l'équipe la personne malade. Ce sont évidemment les patients qui nous portent et qui nous apportent au moins autant que ce qu'on leur apporte nous. C'est eux qui nous maintiennent vivants, c'est certain. Mais aussi la richesse du travail collectif, la richesse du travail en équipe, sous réserve de l'entretenir lui aussi. C'est une flamme aussi à entretenir, de le tenir vivant. Et alors, comment c'est possible? Comment c'est possible? Par la co-construction de notre travail, par la réflexion commune, par l'acceptation de se faire bousculer par une aide-soignante qui partage pas un point de vue, par une infirmière qui interroge mais pourquoi on fait ça, et puis le travail réflexif plus à distance, c'est-à-dire j'ai déjà parlé de supervision, mais aussi le travail réflexif, la lecture, l'approfondissement, etc. La littérature. Alors on peut être sensible à différentes formes artistiques. Moi plus particulièrement à la littérature, vraiment aux romans, qui sont des... Par exemple alors j'ai parlé tout à l'heure du Pavillon des cancéreux. Moi c'est un roman qui m'a absolument bouleversée. Ceci dit, c'est une jeune cancérologue qui est en jeu, donc n'y voir aucun lien avec la personne qui parle en ce moment, évidemment, mais d'autres, j'ai relu bien entendu, comme beaucoup de gens, La Peste au moment de Camus, au moment du confinement, c'est une mine d'or, enfin, et bien d'autres, et parfois des choses qui n'ont rien à voir avec la médecine, mais la littérature est une façon d'approcher la richesse de l'expérience humaine et la rêverie dont je parlais tout à l'heure. Alors, on l'a dit en introduction, tu es enseignante à la faculté de médecine. Qu'aurais-tu envie de dire à un jeune qui voudrait faire médecine aujourd'hui? Ah ben vas-y, surtout vas-y. Surtout vas-y, c'est une voie et un métier qui t'apportera énormément de choses, non seulement dans ta vie professionnelle, mais dans ton rapport à la vie tout court. Donc c'est un métier extraordinaire, aucun regret, même si c'était pas une vocation, aucun regret d'avoir fait ce choix-là. Aucune des vicissitudes traversées n'ont remis en cause ce plaisir et cette envie de poursuivre ce métier-là. Vas-y, prépare-toi à travailler énormément pour passer les étapes de ces études compliquées. Plonge-toi à fond dans les éléments techniques, scientifiques dont tu as besoin et que tu as besoin de maîtriser au moins en partie, si tant est que ce soit possible, pour que ton discours reste sensé et cohérent, et plonge-toi à fond dans ce bain de relations tout aussi passionnants, et garde vraiment ces deux pôles en tension. Et puis j'ai pu depuis des années participer à un forum des métiers dans le lycée de nos enfants, et j'ai beaucoup répété aux lycéens: si tu veux faire ce métier-là, il faut que tu aimes les gens.
si tu aimes pas les gens, si tu aimes pas les entendre, si tu aimes pas les écouter, si tu aimes pas échanger avec eux, si tu te sens pas prêt à côtoyer des gens qui pensent pas la même chose que toi, qui sont très différents de toi, ça va être difficile, quoi. Donc, j'espère que tu aimes les gens. Et si tu avais la possibilité de rencontrer la jeune interne que toi tu as été, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire ? Ça, c'est plus difficile comme question. Peut-être j'aurais envie de lui dire n'aie pas peur, vas-y, fais ton chemin, creuse ton sillon tel que tu as envie de le creuser, sans trop t'inquiéter de ce que disent ou pensent les patrons, les collègues, vas-y, creuse ton sillon sans crainte. Ok. Bon, Gisèle, et on arrive au terme de cet entretien. Merci. Merci pour ton hospitalité narrative, comme dirait Ricoeur, et puis pour cette belle conversation. Merci beaucoup, c'est moi qui te remercie. Bon, écoute, un grand merci encore. Et puis j'en profite pour remercier également Alexandre Levitch, qui est stagiaire et qui nous aide à réaliser ces podcasts et sans qui on ne pourrait pas aller bien loin finalement.